La soirée ne fait que commencer. Je vous propose tout de suite d'écouter François Millet, qui travaille au DOM, Centre de culture scientifique, technique et industrielle situé à Caen, et Sandrine Bron, qui est directrice de la Nef des Sciences, qui est le CCSTI, donc l'équivalent sur Mulhouse. Et Sandrine est également ancienne salariée de Trace. Et donc, ensemble, pendant une vingtaine de minutes, ils vont porter un regard sur le manifeste depuis le point de vue d'un Living Lab. Et c'est à vous. Bonsoir. Je vais laisser Sandrine débloquer son micro. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ouais, super. Parce que j'avais un décalage, je voyais encore les lèvres de Richard Emmanuel, alors je n'osais pas trop ouvrir mon micro. Ça devrait être bon et le chat va nous confirmer si c'est bon, mais je pense que vous pouvez y aller. Ok. Alors, pour commencer, je souhaite présenter François et donc je vais te demander, François, qu'est-ce que tu fais là? Alors ça c'est... Déjà j'ai été invité, donc merci. Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je suis là pour effectivement, le mot a été lâché, parler de Living Lab. Il se trouve que moi je m'occupe de démarches de Living Lab au DOM à Caen, et on pourra revenir sur cette méthode. Je le revendique aussi parce que c'est une méthode, et finalement comme toutes les méthodes, on se l'approprie, on la détourne, on l'utilise, on la quitte, on y revient. Et cette méthode, moi j'ai trouvé il y a maintenant aussi 10 ans. Donc il y avait aussi un parallèle entre le manifeste et ça, c'est-à-dire que voilà, je m'occupe aussi de ça parce que j'étais le fruit le travail que je fais aujourd'hui est fruit finalement d'un programme qui s'appelle le programme Inmédias, qui était le programme des investissements d'avenir, qui a eu lieu. On a été plusieurs centres à se réunir il y a 10 ans, et je pense qu'on était traversé les mêmes interrogations qui ont donné lieu ici à un manifeste. Et nous, on a eu l'extrême chance de pouvoir expérimenter, tester des choses, de s'emparer finalement de ce qui nous arrivait il y a une dizaine d'années. Pour expérimenter et questionner d'une autre façon aussi nos pratiques à l'époque. Ok, merci pour cette présentation. Donc, si le manifeste a été créé en même temps que le Living Lab, il doit y avoir quand même peut-être des différences, des divergences, je ne sais pas. En tout cas, quand on s'est parlé la première fois, tu me disais que pour toi, finalement, c'était un peu plus un code pirate qu'une Bible, quoi. C'était quelque chose qui permettait plutôt d'avoir une ligne directrice sans avoir des règles strictes. Et que finalement, parfois, par rapport à la réalité, il y avait un petit décalage. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret où tu penses que finalement la réalité est peut-être un peu différente de ce qu'on écrit dans nos manifestes? Je pense que alors moi c'est vrai que je le connaissais pas le manifeste avant d'être d'inviter aussi ici ce soir. Je l'avais parcouru, je l'avais vu d'un œil, et puis voilà. Enfin, quand on j'étais, ça m'a permis de me dire jeter un coup d'œil parce que j'avais jamais creusé autant que j'ai pu le faire là. Même si je l'ai survolé non plus pour pas non plus être complètement imprégné puis faire une analyse vraiment pointue de tout ce qu'il y avait dedans. Moi, ce qu'il en ressort, et qui me semble moi de choses en tout cas que je laisse de côté, c'est la question du lien au débat. C'est-à-dire que le débat est nécessaire. Il y a plein d'endroits où on débat. Les bars des sciences sont nés en 98 à Caen, et ont été créés vraiment par les sciences, l'association qui est ici. Et donc cette question du débat, de débattre avec des chercheurs, avec des chercheuses, avec la recherche en train de se faire, est vraiment dans les fondements de notre pratique. Même si je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, en tout cas moi ce que je recherche, c'est déplacer la question du débat pour le mettre en pratique, parce que on le voit, hein, l'outil du débat est quelque chose qui est tellement qui peut être facilement détourné, qui laisse aussi la possibilité à ne faire que cliver des partis, et de permettre finalement à des positions déjà très tranchées de ne chercher qu'à se ramener des partisans. Donc c'est vrai que moi je suis plutôt sorti de la question de faciliter le débat plutôt que de faciliter la création de temps, de lieux, de situations qui permettent la rencontre, qui permettent à des personnes qui n'auraient pas l'occasion de le faire autrement de se rencontrer. C'est-à-dire que moi je suis vraiment revenu un peu aux fondamentaux de la médiation, au sens comment on résout un problème en mettant toutes les parties prenantes autour d'un sujet, et comment est-ce qu'on fait médiation entre ces parties prenantes pour qu'il y ait une résolution de problème. Donc c'est vraiment là-dessus où moi je me sens peut-être en distance finalement aujourd'hui encore par rapport à ce qui est présent dans le manifeste. Et puis là où moi ça vient me titiller aussi parce que j'ai été confronté à plusieurs reprises, c'est la question peut-être pas assez exigeant à mon goût vis-à-vis des croyances. Vis-à-vis des dogmes, vis-à-vis des principes. Il est marqué à plusieurs reprises dans le manifeste cette question du respect des croyances et autres. Et je pense que moi j'ai été confronté à plusieurs reprises des outils qui étaient mis en place par les
croyances, les principes, les dogmes, qui pouvaient renverser des situations complètes de médiation en imposant finalement la vision à d'autres, en disant voilà, il n'y a pas de façon de penser autrement. Donc cette question de prendre en compte et le respect finalement de cela, elle n'est possible que si jamais en face on a quelque chose qui témoigne du même respect, en tout cas, même si je reconnais et je partage cette critique de l'autoritarisme du vrai qu'il peut y avoir dans la médiation scientifique et dans les sciences en général. Je trouve ça vraiment très intéressant, mais j'ai pas forcément envie d'enchaîner sur cette question science-croyance, parce que je crois qu'on pourrait faire un café des sciences rien que dessus et y passer la nuit, je pense, même si on serait, à mon avis, assez d'accord les uns avec les autres ici présents. Mais j'aimerais revenir plutôt sur cette idée que finalement pour toi la médiation, c'est plutôt se réunir pour résoudre un problème. Parce que ça induit quand même une médiation de la science très portée sur l'appliqué, sur les sciences appliquées, sur les sciences qui peuvent aboutir à quelque chose de concret. Et donc, je voulais un peu te demander s'il était possible et souhaitable de se passer d'une culture scientifique plus vulgarisante, où un savoir n'est pas forcément réutilisable comme tel. Par exemple, la classification des dinosaures, que personnellement je trouve passionnante et absolument vulgarisable, enfin où j'ai envie d'en parler à tout le monde. C'est pas quelque chose que l'on peut utiliser dans un hackathon pour créer un prototype. Enfin, voilà, est-ce qu'une science et est-ce que la science et la culture scientifique doivent forcément du coup passer par l'appliquer pour ce faire? Dans la démarche que l'on propose, oui, mais je pense qu'elle se suffit pas elle-même. Encore une fois, moi, la démarche que je propose de médiation, qui renvoie à celle de Living Lab, en fait, elle prétend pas recouvrir l'ensemble des postures. Sans activité de vulgarisation à côté, on n'a pas forcément les outils qui nous permettent de réaliser cette médiation. Et effectivement, elle nous éloigne régulièrement de sujets de recherche fondamentale qu'il est difficile de mettre dans des démarches participatives. Mais tu viens juste de dire qu'on pourrait pas forcément faire un hackathon des connaissances en sciences et autres. Et ben en fait, on se rend compte que si, on peut aussi envisager que ce soit au travers de démarches participatives que les médiations sur les savoirs existants puissent se mettre en place. C'est tout un champ justement des démarches participatives qui existent de ce côté-là. Donc encore une fois, nous on sait qu'il y a des gens qui font très bien des expositions de vulgarisation, qui font très bien des super manips pour bien expliquer les phénomènes, qui font des super vidéos YouTube qui expliquent très bien les choses. Et au contraire, on s'appuie sur ce qui est là pour exister pour après les réinjecter dans des dispositifs où nous, on est plutôt dans des approches de réunir les personnes qui n'auraient pas d'autres occasions, d'autres opportunités de le faire. Et il se pose après la question de se dire comment est-ce qu'on est réunis, parce qu'encore une fois, moi j'ai envie de dire, à partir du moment où quelqu'un s'intéresse aux sciences, c'est plus de mon sujet. Je suis pas là pour m'intéresser aux gens qui s'intéressent aux sciences. Ils sauront trouver, ou on peut les guider vers les meilleures ressources. Mais mon but, c'est pas de remplir de savoir ou de connaissances ou d'aider ou d'alerter sur attention, on pense à les véritables enjeux que c'est pas finalement d'être un passeur d'informations, c'est de me servir de ces informations, de ces éléments pour après voir dans quelle mesure, lorsqu'on réunit des chercheurs et chercheuses, quand on réunit des publics de certains quartiers, même parfois des gens à la rue chez nous, qui viennent, qui discutent, qui imaginent des choses, comment on leur permet de se réinvestir de ces éléments-là pour leur dire que c'est pas quelque chose qui est finalement qui relève que du plaisir du savoir et d'être un citoyen éclairé, mais qui préside aussi dans le fait de nous donner des outils, de nous instrumenter, et de nous donner des outils pour agir sur notre quotidien. Et c'est surtout ça qui nous intéresse, et dans ce sens-là qu'on s'inscrit, nous, dans une question plus presque de l'accompagnement à la participation, en fait. Ok. Je suis désolée, je m'arrête un peu parce que je tique sur est-ce que vraiment on sort de là en ayant la sensation qu'on est outillé pour agir sur notre quotidien, selon toi? Après, la question, c'est est-ce qu'on a besoin déjà de le savoir et de le sentir, enfin ce côté permanent, en pleine conscience de ah mon Dieu, mais j'ai appris ça et donc je suis. Je pense que ça se traduit dans la durée. Et puis encore une fois, le principe, c'est plutôt de réfléchir dans quelle mesure ce qui est fait, ce qui est apporté par la recherche, parce que encore une fois, il y a d'un côté les sciences qui est un ensemble de savoir de ce qu'on sait, puis il y a la recherche en train de se faire, il y a l'innovation et recherche et développement en train de se faire, il y a aussi les enjeux et les problématiques qui sont portés sur un territoire. Donc la question, c'est plutôt comment sans être forcément un militant du sujet,
on va chercher, on peut être impliqué, on peut être touché par ça, et on peut avoir son mot à dire finalement. Et son mot à dire, non pas juste pour apporter sa parole au débat et se dire ma parole a été entendue, oui, non, mais avoir sa parole à dire, et en plus que ça puisse avoir un impact que ce que l'on dit et ce qu'on fait au quotidien, et un impact. On faisait des allusions en ouverture finalement aussi aux différents mouvements, hein, où on a bien vu qu'il y a une demande à la participation, il y a une demande à être entendu, et je pense que au-delà d'être entendu, on a eu beau dire aux gens mais on vous entend, la question c'est comment je mesure un impact derrière, est-ce que ça se traduit? Et ça effectivement c'est un enjeu, c'est-à-dire que nous on invite des gens à venir participer. Et parfois, la participation n'entraîne pas forcément une transformation du réel. Et ça, c'est un des futurs défis qui nous attend, nous. Mais finalement, certes, la recherche a vocation de produire de la connaissance, mais pas que. Je pense qu'elle a aussi une vocation à faire en sorte que les savoirs qu'elle produit, ça produit aussi du quotidien pour les gens. C'est-à-dire que et sans une visée vraiment utilitaire, hein, c'est pas mais à quoi ça sert, c'est que ça produit du changement, ça produit un changement sur la façon dont on regarde le monde, comment on l'appréhende, comment on le vit, comment on arrive à s'y projeter, et ça fait partie en tout cas des choses qu'il faut. Voilà, si on peut venir une fois dans une démarche participative, 2, 3, 4, et si au bout de 5 fois il se passe rien, effectivement on peut perdre aussi les publics là-dessus, et on peut faire des déceptions, et ça c'est quelque chose qu'on sait qu'on aura peut-être à affronter en tout cas. Et le public, il est demandeur de ça? Est-ce qu'il ressort qu'est-ce qu'il en... Parce que si du coup il n'a pas conscience d'avoir ces nouvelles compétences ou d'avoir cet avis éclairé sur une opinion de sciences société, des choses comme ça, qu'est-ce qu'il en ressort alors d'expérience quand le public a fait une séance Living Lab ou un je ne sais pas comment vous appelez ça d'ailleurs, un séjour Living Lab. Qu'est-ce qu'il a la sensation d'en avoir ressorti si c'est pas ces nouvelles compétences? Alors effectivement, le simple, en fait, on s'appuie sur des réflexions qui ont lieu sur le conseil de participation, qu'on pourrait synthétiser comme ça. Là, je paraphrase ce qui est dit aussi par Joël Zas, qui a fait un essai sur ce sujet, qui dit que participer, c'est apporter sa part, prendre sa part et en retirer une part. Et la part, elle est à retirer, elle n'est pas que j'ai appris des choses. Venir, vous l'avez dit tout à l'heure, certains d'ici participent ce soir parce qu'ils ont l'occasion de se retrouver avec d'autres personnes. Et ça leur fait plaisir juste de se retrouver, d'être à plusieurs. Le simple fait d'être à plusieurs, de faire collectif, suffit à certaines personnes pour participer. Sentir que l'on participe d'une expérience collective et qu'on va plus facilement au cinéma que de regarder quelque chose sur son écran d'ordinateur. Donc ça, faire partie d'une expérience collective, c'est un des nombreux leviers que l'on a nous identifiés sur le fait de faire venir les personnes. Le fait effectivement d'apprendre des choses, mais pas seulement d'apprendre des choses. Lorsqu'on dit à des personnes, venez imaginer des usages de l'hydrogène, questionner la question de la place de l'hydrogène dans la transition énergétique. Certaines des personnes qui viennent participer à ce type d'atelier, ils viennent pas sur la question de l'hydrogène, ils viennent parce qu'ils savent qu'à l'occasion, ils pourront aussi apprendre à utiliser les machines à Fab Lab. Ou ils savent qu'à cette occasion, ils pourront aussi rencontrer, moi je suis étudiant, je cherche un stage, et la personne intervenant qui est là, il peut aussi me prendre en stage. Donc en fait, cette question de tisser du réseau, être avec les autres, juste le pur plaisir de se divertir parce qu'on va se marrer tout simplement. Et donc les leviers sont plusieurs là-dessus. Donc c'est quelle part on en retire, c'est assez divers, et il ne faut pas seulement la penser sous un seul angle. Et on peut s'interroger de se dire, alors on fait quoi? On est en train d'instrumentaliser les chercheurs qui sont là juste en fait pour apporter du plaisir, on détourne de son espèce de pureté la médiation ou l'essence ou la recherche qui devrait être purement connaissance et plaisir d'être plein et entier. Voilà. On peut interroger ça, nous c'est vrai qu'on se dit voilà, il y a des choses qui les font que les gens, les personnes participent. Je vous invite même à faire cet exercice, de dire mais en fait pourquoi moi je participe, pourquoi là je suis là avec vous aujourd'hui. C'est pas que parce que je vais apprendre des choses, je vais en apprendre, mais je vais aussi peut-être faire connaître le dôme que tout le monde ne connaît pas. Je vais effectivement challenger moi ma propre connaissance, donc je vais me former parce qu'en vous écoutant, voilà, quand tu m'envoyais quelques questions, même là quand tu m'interroges, tu vois, ça m'oblige moi-même à me questionner. Donc ce qu'on en retire est finalement assez propre à chacun, même s'il y a des grandes dimensions là-dessus. Je sais pas, alors je parle vite, je sais pas si je réponds très bien. Bah, en tout cas, moi, ça me satisfait. On verra si le chat il est satisfait. Moi, ça me satisfait. Parfaitement. Mais ça me fait penser que du coup, ça pourrait être intéressant d'envisager du coup les faire et ne pas faire dans le manifeste pour justement apporter ce lien social dans la médiation. Parce que, et justement, ce point de vue du public que enfin, voilà,
de l'utilisateur, parce que finalement on parle beaucoup du médiateur, de la posture du médiateur, de la posture de la science, et finalement je trouve que ça pourrait être intéressant de voir comment voilà, le 12 et le don't du lien social dans la culture scientifique mérite peut-être sa place dans le manifeste de façon plus forte. Alors partons maintenant sur un autre aspect du Living Lab qui est le lien avec l'industrie et l'entreprise. Est-ce que justement ce lien science-entreprise, science-industrie, c'est finalement un nouvel enjeu qui mériterait sa place dans le manifeste? Ce que je veux dire par là, c'est un peu... je trouve que c'est un rôle un peu nouveau. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je vois de plus en plus, notamment auprès des décideurs, des financeurs, ce lien culture scientifique des centres de sciences avec l'emploi, l'industrie, que j'avais pas forcément. Enfin voilà, je trouve que c'est très récent pour moi, en tout cas. Et donc, est-ce qu'il y a des enjeux intéressants à creuser pour le manifeste là-dedans? Et quel est le rôle du médiateur justement entre tout ça? Alors, on va dire le rôle de la structure de médiation. On va dire le rôle de la structure de médiation plus que du médiateur d'ailleurs. Parce que c'est pas une personne unique du coup qui est là, c'est vraiment toute une structure. Nous, quand on a commencé à s'approprier ces démarches, Fab Lab, Living Lab, et puis de nombreux autres, vraiment de comment on s'emparait aussi de ce qui existait sur le numérique et sur le web pour repenser nos modes de médiation. En fait, on a réalisé qu'aujourd'hui, on va dire la culture, on sort d'une période où on nous a dit qu'on n'était pas essentiel. Hein. Enfin voilà, on l'a tous vécu, je pense. Donc, nous sommes des structures de coût, nous sommes des structures non essentielles. Il se trouve que nous, bien sûr, la majorité de notre activité a été fermée à nous aussi au dos, sauf certains éléments. C'est-à-dire qu'en fait, on est aussi un organisme de formation, on est aussi un organisme d'insertion, et on est aussi un organisme d'accompagnement d'acteurs professionnels. Ce qui fait qu'on a une petite frange de notre activité, vraiment minime, qui a continué de préexister. Donc montrer aussi qu'un élément comme celui-ci, voilà, il y a à se repenser en tout cas à cet endroit-là. Donc ça, c'est un premier élément. Autre élément que moi je veux souligner par rapport à ta question, c'est en fait, ce qui change, c'est que c'est ce fameux CSTI de la culture scientifique, technique, industrielle, c'est que souvent on sait jamais trop faire du T. Alors le T, on y arrive un peu mieux, quoi. Mais le I, alors voilà. En fait, ce que ça pose surtout, c'est la question du rapport à la recherche. Est-ce qu'on ne parle que de recherche publique? Ou est-ce qu'on parle de recherche publique et privée? Parce qu'en fait, la recherche, elle se fait aussi effectivement en R&D, dans l'industrie, ce genre de choses. Donc, en fait, on parle plus de médiation scientifique, mais moi je parle en permanence de médiation de la recherche et de la recherche en train de se faire. Et c'est peut-être à cet endroit-là, finalement, qu'il y a à réfléchir des distinguos entre la science et la recherche. Une médiation de la recherche, où en est la recherche, comment elle se fait, comment elle se vit, quels en sont ses enjeux aujourd'hui, où est-ce qu'elle se pratique, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut reposer et de ne pas s'enfermer dans une recherche qui serait que purement science et recherche publique. Enfin, le dernier sujet, et puis là c'est pour faire un peu la somme des deux éléments d'introduction, c'est que les acteurs culturels, nous sommes perçus, je pense, par la société, sauf les personnes qui sont les plus indulgents et qui réclament notre ouverture, mais société et financeurs, nous sommes non essentiels, mais en fait nous sommes des structures de coût. La culture est un élément qui coûte à la société, et en fait, je pense qu'on a un chemin à faire pour dire en fait non. Nous sommes des structures qui produisons des choses et on ne produit pas que de la connaissance et de la vulgarisation et de la citoyenneté. Par les démarches participatives, en fait, on crée, je viens de vous le dire, parce que si on fait des démarches de culture scientifique qui visent à l'insertion, on fait de l'insertion, on fait du social, en imaginant des nouveaux usages et services avec la population qui permettent de repenser effectivement les transitions énergétiques sur le territoire. On est aussi en train de penser les futurs usages du territoire et pourquoi pas les futurs développements économiques. Donc c'est aussi une façon d'inverser ça. Là aussi, on peut taxer d'instrumentalisation, les actions culturelles, voire même la mobilisation du public, mais c'est vraiment de se dire, nous ne sommes pas des structures de coût, nous sommes des structures qui apportent de la valeur. Et valeur aujourd'hui mesure. C'est-à-dire que nous, on travaille énormément sur des indicateurs qui permettent de mesurer la connaissance qui est produite, les valeurs sociales qui est produite et la valeur d'affaires aussi. Et quand on arrivera à formaliser, de dire que de sortir peut-être d'un côté un peu pureté de nous sommes là que pour produire du débat et autres, de se dire que nous sommes en dehors d'eux, alors que non, moi je pense que le médiateur, il n'est pas neutre, il est un acteur de la société, c'est cette troisième structure, ce tiers, quoi. C'est pas pour rien qu'on en a un tiers lieu. Le tiers, c'est la structure tierce, la personne tiers qui fait en sorte que l'ensemble le tienne. En tout cas, c'est à cet endroit-là que je pense qu'effectivement on a à penser autrement les choses. Et puis la réalité, c'est aussi que les personnes en entreprise, les personnes dans les industries ont aussi besoin de ça.
C'est-à-dire que on est en train de tout cliver au fur et à mesure, de dire que c'est ça. Et donc ils sont en demande de dire mais moi j'aimerais rencontrer des publics, j'aimerais discuter de ma future innovation, j'aimerais discuter des futures orientations qu'on prend. On voit bien, voilà. Donc c'est pas, faut pas penser que ce soit quelque chose qui soit à construire. Il y a une demande pour ça. Par contre, il faut changer son paradigme de pensée, quoi. Mais est-ce que Pardon Sandrine, du coup on a pas mal de réactions dans le chat effectivement sur la notion de culture industrielle. Il y a Annalisa ou Pseudo Lumila qui nous dit qu'en Italie cette dimension est beaucoup moins présente par exemple. Donc si on regarde un peu à l'échelle européenne, ça réagit aussi sur le autoritarisme du vrai, l'expression qu'a employée François. Et puis cette question, je pense, de la structure des coûts, et de la mesure effectivement des effets, des impacts aussi, elle reçoit pas mal d'échos. Et sur ce que vous avez dit sur la médiation participative aussi, ça parle à beaucoup de gens, médiateurs, amateurs ou professionnels. Peut-être Sandrine, je te laisse poser une dernière question et puis on passera à notre binôme suivant. Ok. Parce que du coup, j'ai un peu perdu ma question parce que c'était sur le fil de la conversation. Oui, en fait, la question que je voulais poser, mais qui est pas forcément la plus utile, c'était est-ce que les entreprises sont prêtes à co-construire ou est-ce que c'est vraiment juste je suis curieuse de rencontrer le public parce que j'ai envie de leur présenter un nouveau truc. Voilà. Est-ce qu'on arrive à changer le paradigme au point de permettre d'impliquer le participant avant en fait le produit et pas après? Est-ce que tu y arrives au bout de 10 ans? Oui, mais pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, cette culture aujourd'hui, culture scientifique, cette culture de la recherche, médiation scientifique, la recherche, elle se double ou se triple d'une médiation sur la culture qui passe. C'est-à-dire que c'est progressivement en train d'arriver, donc il y a de plus en plus de structures qui revendiquent, voilà, effectivement, l'éducation scientifique, on pourrait y revenir. Il y a de plus en plus d'endroits où plébiscité pour permettre un dialogue ici que c'est un supplément de faire ça et considérer comme un test où le gros terme en ce moment à la mode, c'est où on va acceptabilité ou de les émissions. C'est vrai que les mots à rajouter par rapport à ça. François, on a l'impression que tu passes dans un tunnel. On t'entend moins bien. Ouais, est-ce que tu peux conclure éventuellement? Oui, tout à fait. Je vais conclure sur les 2 ou 3 choses que moi j'aurais rajoutées du coup sur le manifeste là-dessus, parce que il y avait cette question que moi j'ai trouvé que le mot chercheuse et chercheur était peut-être pas forcément très présent du coup dans le manifeste. Si on fait un moteur de recherche, il y a cette question-là. Et puis moi quelque chose que je rajouterais aussi ici aujourd'hui, c'est cette question de la production. C'est-à-dire que là, tout ça est diffusé, tout ça va être resté sur les réseaux. Aujourd'hui, le fait que dès lors qu'on invite les publics, on produise quelque chose, que ces publics soient cités comme co-auteurs de ce qui est fait, que l'on documente, qu'on produise du commun, me semble un élément essentiel. Pareil, là, si on tape commun en moteur de recherche dans le manifeste, vous verrez qu'à aucun endroit il y a marqué le mot de commun. Et je pense que la médiation scientifique, la médiation de la recherche, s'il y avait un élément à ajouter, c'est comment est-ce qu'on produit du commun, et un commun qui reconnaisse aussi la participation, les contributions, que ce soit des chercheurs, des publics et autres, et qu'on invente aussi du coup cette production de commun et cette production-là peut aussi être quelque chose qui mobilise autrement les chercheurs, autrement les industries, autrement les partenaires là-dessus. Voilà. D'accord. Désolé pour la mauvaise connexion. D'accord. Non mais c'est passé tout juste. Je vous remercie beaucoup pour cet échange, c'était vraiment passionnant.